Bonjour, dans cette 24e vidéo, on va commencer une série de vidéos que je vais appeler des variantes. Elles vont porter sur des sujets qui ne sont pas vraiment au programme, mais que je trouve très intéressants pour l'étudiant physicien qui veut aller plus loin. Dans cette vidéo, on va aborder la notion d'angle solide qui était au programme avant l'année 2000 et qui a été abandonnée par la suite. Cette notion permet, entre autres, de démontrer le théorème de Gauss comme on va le voir. On va faire également une application de l'angle solide dans le calcul du vecteur polarisation lorsque des dipôles électriques sont placés dans un champ électrique extérieur. Bismillahirrahmanirrahim. La variante 1 qu'on va traiter aujourd'hui va concerner l'angle solide, le théorème de Gauss et le vecteur polarisation. On va commencer dans le petit 1 par l'angle solide. On va d'abord parler de l'angle plan puisqu'il va nous aider à définir l'angle solide. Voici un angle plan que vous connaissez, qu'on va noter alpha. On peut le définir comme étant une portion de plan vue à partir d'un point O et délimitée par deux demi-droites. On peut définir cet angle alpha mathématiquement comme étant le rapport de deux longueurs L et R, avec L c'est l'arc AB, arc de centre O et de rayon grand R, qui est égal à AA, qui est égal aussi à OB. Comme vous le remarquez, alpha n'a pas de dimension, puisque c'est le rapport de deux longueurs. Mais il s'exprime dans le système international en radians. Le plan total vu du point O, c'est-à-dire lorsqu'on fait augmenter alpha jusqu'à ce que l'arc AB devienne le cercle complet, dans ce cas, le alpha va être égal au périmètre du cercle, c'est-à-dire 2π fois grand R, sur grand R, le rayon du cercle. En simplifiant, on obtient 2π. On va maintenant passer à l'angle solide. Voici un angle solide qu'on note généralement oméga. Et ça, c'est un cône maintenant. Comme vous le voyez sur cette photo, le petit jeu que met le clown sur sa tête. On peut donc définir l'angle solide oméga comme étant une portion d'espace maintenant, vue à partir d'un point O et délimitée par un cône. Mathématiquement, on peut le définir comme étant le rapport d'une surface S sur grand R carré, avec S, c'est la surface de la calotte sphérique de rayon grand R et de centre O. Voici sur ce schéma ce qu'on appelle une calotte sphérique. Ici, il s'agit d'un plan qui coupe une sphère de rayon grand R. La partie de la sphère au-dessus de ce plan, c'est ce qu'on appelle la calotte sphérique. Oméga, c'est la surface de cette calotte sphérique divisée par R carré. Comme vous le remarquez là aussi, oméga n'a pas de dimension, puisque S est proportionnel à une distance au carré. Dans le système international, oméga s'exprime en ce qu'on appelle le stéradian et qu'on note en abrégé SR. Lorsque on prend comme calotte sphérique la sphère tout entière de rayon grand R, la surface S va être égale à 4π R carré, la surface d'une sphère de rayon grand R. Et donc, l'espace entier va être vu à partir d'un point sous l'angle solide 4π stéradian. Voici maintenant un angle solide oméga délimité par un cône de demi-angle au sommet alpha. L'axe OZ, c'est l'axe de symétrie de ce cône. On va chercher la relation reliant l'angle solide oméga à l'angle plan alpha. Pour cela, on va calculer la surface S de la calotte sphérique de rayon R, délimitée par ce cône. Pour calculer la surface S de cette calotte sphérique, on va utiliser l'élément de surface ds situé entre θ et θ plus 2θ. Si on ouvre ce petit élément de surface, on va trouver un rectangle de largeur r dθ et de longueur le périmètre de ce cercle de rayon r sinus θ, c'est-à-dire 2π r sinus θ. Donc l'élément de surface ds, c'est le produit de la largeur r dθ multiplié par la longueur 2π r sinus θ. On va intégrer sur la variable θ de 0 jusqu'à alpha. On peut faire sortir la constante 2π r carré et la primitive de sinus θ c'est moins cos θ.
On obtient donc cette expression. En remplaçant θ par alpha puis par 0, on trouve l'expression de la surface S de pi r carré, facteur de 1 moins cos alpha. Et enfin, en divisant par r carré, on trouve l'expression qu'on cherche entre oméga et alpha, qui est la suivante. Oméga est égal à 2 pi facteur de 1 moins cos alpha. Lorsque alpha varie de la valeur d alpha, oméga va varier d'après cette expression. La dérivée de cos alpha, c'est moins sinus alpha. Et on obtient donc d oméga est égal à 2 pi sinus alpha d alpha. Une remarque intéressante, c'est que en réalité, il n'est pas nécessaire que l'angle solide soit délimité par un cône. Par exemple, si on prend cette pyramide de base triangulaire, à partir du sommet de la pyramide, la base est vue sous un angle solide oméga. Donc ça, c'est un angle solide, malgré qu'il n'est pas délimité par un cône. On va traiter un exemple sur un exercice. Sous quel angle solide est vue l'une des faces d'un cube depuis le centre du cube? Voici le cube, voici le centre qu'on va noter O. Si on prend cette face par exemple, elle est vue sous un angle solide oméga. Comment peut-on calculer cet angle solide oméga? D'abord, une façon très simple et astucieuse pour calculer cet angle solide. Comme le cube possède 6 faces identiques qui entourent le point O de tous les côtés et que oméga est le même pour chaque face, il suffit donc de diviser 4pi par 6. On obtient alors oméga est égal à 4pi sur 6 est égal à 2pi sur 3, c'est radian. Une deuxième méthode pour calculer mathématiquement cet angle solide oméga, on doit passer par une définition plus générale de l'angle solide élémentaire d oméga, tel que celui-là. Voici par exemple un élément de surface vu sous cet angle solide oméga. Cet élément de surface ds est centré sur le point grand N et le vecteur unitaire qu'on va noter petit n est normal à cette surface. Petit r étant la distance OM. Dans ce cas, le d oméga c'est ds scalaire ER sur r carré avec le vecteur ds. C'est ds porté par le vecteur unitaire n. Le petit r, c'est OM. Et le vecteur unitaire ER, c'est le vecteur OM divisé par la norme petit r. Lorsqu'on fait le produit scalaire ds par le vecteur unitaire ER, on obtient la projection de la surface ds sur le plan perpendiculaire à ER. Et on retrouve la définition qu'on a utilisée au départ, c'est-à-dire la surface de la calotte sphérique. Ici, c'est une surface plane qu'on peut confondre avec la calotte sphérique puisque le d oméga est un angle solide élémentaire. Finalement, en remplaçant ER par le vecteur OM sur R, on peut écrire la définition de d oméga qui est égale à ds sur R au cube, vecteur unitaire n scalaire le vecteur OM. Et c'est cette expression qu'on va utiliser pour calculer cet angle solide oméga. Pour cela, on a schématisé ici la face carrée, de côté qu'on va noter petit a. O, c'est le centre du cube, et on a pris les axes x, y, z, avec l'axe OZ perpendiculaire à la face. On va noter C, le centre de cette face. Le OC va être égal donc à A sur 2, et on va prendre un élément ds quelconque, de côté dx parallèle à x et dy parallèle à y, le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface ds va être égal à ez, puisque toute cette face est perpendiculaire à l'axe OZ. M est un point quelconque de cette face, et donc le vecteur OM va avoir les coordonnées x, y et a sur 2, puisque la projection de M sur l'axe OZ, c'est le point C. Et donc le petit r, c'est le module de OM, donc est égal à racine de x carré plus y carré plus a carré sur 4. D'après la définition précédente, le d oméga est égal à ds sur r au cube, ez scalaire OM, et ce produit scalaire, d'après l'expression qu'on a ici du vecteur OM, ça va être a sur 2. Et on obtient donc ds sur r au cube multiplié par a sur 2.
c'est-à-dire a sur 2r au cube, et ds, c'est dx multiplié par dy. L'angle solide oméga, c'est la somme des d oméga. On va intégrer sur toute la face de dx dy sur r au cube, c'est-à-dire x carré plus y carré plus a carré sur 4 à la puissance 3/2. Il faut donc calculer cette intégrale, oméga, est égale à a sur 2. Pour balayer toute la face, il faut faire varier x et y de moins a sur 2 jusqu'à a sur 2, puisque la face est carrée. Pour calculer cette intégrale, qui est un problème mathématique, il y a peut-être des méthodes analytiques pour le faire, mais pour moi, je ne vais pas me casser la tête, je vais utiliser mon logiciel de calcul formel qui va me donner la valeur de pi sur 3 comme vous allez le voir. Voici notre logiciel de calcul formel lancé. On a écrit ici la commande oméga égale a sur 2 fois l'intégrale de 1 sur x carré plus y carré plus a carré sur 4 à la puissance 3/2, de x égale à moins a sur 2 jusqu'à a sur 2, et y allant de moins a sur 2 jusqu'à a sur 2. On valide la ligne pour faire le calcul. On s'aperçoit qu'il n'a pas fait le calcul. Il a simplement réécrit l'expression de l'intégrale. Alors, il n'a pas fait le calcul. Le problème, c'est a. Il veut la valeur de a. Vous savez que cette intégrale ne dépend pas de a. Le plus simple, c'est de donner à a la valeur 2. Comme ça, on aura 1 partout. Je vais simplement éliminer ici le a sur 2. Comme ça, ça va être 1. Voilà, on a ici 1 a carré sur 4, c'est-à-dire 2 carré sur 4, ça fait 1. Et là, c'est de moins 1 à 1 pour x, de moins 1 à 1 pour y. On lui demande de faire le calcul. Voilà, il a bien trouvé 2pi sur 3. On peut vérifier encore pour la valeur, par exemple, 10, pour a est égal à 10. a sur 2, c'est 5. Donc on a pour x, c'est de moins 5 jusqu'à 5. Et pour y, c'est de moins 5 jusqu'à 5. Et là, c'est a carré sur 4, ça fait 100 sur 4, c'est 25. On lui demande de faire le calcul. Voilà, il trouve la même chose. Oméga est égal à 2pi sur 3. Donc l'angle solide sur lequel on voit l'une des faces d'un cube depuis le centre du cube, c'est bien oméga est égal à 2pi sur 3. On va maintenant aborder la démonstration du théorème de Gauss en utilisant cette notion d'angle solide. On va d'abord voir l'énoncé du théorème de Gauss. Ce théorème dit que l'intégrale double sur la surface S de E ds est égale à Q intérieur sur epsilon 0. La surface S est une surface fermée. On a mis ce petit cercle ici pour dire que la surface S est une surface fermée. Telle que cette bulle de savon par exemple. C'est une surface fermée parce qu'on ne peut pas introduire quelque chose à l'intérieur. Notez que c'est une surface imaginaire qui n'a pas vraiment d'existence réelle. Les vecteurs surface élémentaire de S sont des vecteurs normaux à la surface. Cette quantité-là, on l'appelle flux sortant de E à travers la surface fermée S. Le mot sortant rappelle que les surfaces de S sont partout dirigées vers l'extérieur de la surface. Q intérieur, c'est la charge contenue à l'intérieur de la surface S. Il peut éventuellement exister des charges Q situées à l'extérieur de S, et ça ne change rien au théorème de Gauss. Le champ électrique E, c'est le champ créé par toutes les charges aussi bien intérieures qu'extérieures. Vous avez déjà rencontré ce théorème de Gauss en première année, et vous savez qu'il sert à calculer le champ électrique pour des distributions de charges ayant des symétries suffisantes. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la démonstration de ce théorème. Pour cela, on va commencer par une charge ponctuelle Q placée en un point O. Vous savez que pour une charge ponctuelle Q, le champ créé en un point M de l'espace a l'expression suivante, Q sur 4pi epsilon 0 r carré porté par ER. Avec ER, c'est le vecteur unitaire porté par la droite OM et dirigé de O vers M. Il est donc égal au vecteur OM divisé par petit r. Avec petit r, c'est la distance OM. Sur ce schéma, j'ai dessiné le champ E dirigé de O vers M parce que j'ai considéré que Q est positive. Parce que d'après cette expression, lorsque Q est positif, cette quantité est positive et donc le E et le ER sont dans le même sens. Considérons maintenant une surface ds, passant par M, avec le vecteur ds normal à cette surface.
le flux de E à travers cette surface S et dφ est égal à E scalaire de S, c'est-à-dire la quantité qui apparaît ici dans le théorème de Gauss. Notez qu'on peut prendre ds soit vers la droite, soit vers la gauche, mais on le prend ici vers la droite, de telle sorte que l'angle entre E et ds soit inférieur ou égal à 90 degrés, pour que le produit scalaire E scalaire ds soit positif. En remplaçant E par son expression, on obtient l'expression suivante, dans laquelle apparaît l'expression de dω qu'on vient de rencontrer. On a donc dφ est égal à Q sur 4π epsilon 0 dω. Notez que dφ, d'après cette expression, est indépendant de R et de ds. Il ne dépend que de dω, c'est-à-dire du cône élémentaire qui délimite l'angle solide dω. On peut le comprendre en remarquant que lorsqu'on s'éloigne du point O, c'est-à-dire de la charge Q, le petit r augmente et le E diminue, mais la surface ds augmente. Et donc le produit reste toujours le même. On va maintenant calculer le flux de E à travers une surface fermée. On va d'abord considérer le cas où S entoure la charge Q, c'est-à-dire que Q est situé à l'intérieur de la surface S. Et donc dans ce cas, le Q intérieur du théorème de Gauss va être égal tout simplement à Q. D'après l'expression qu'on vient de voir, si on remplace dφ par son expression, on peut faire sortir le Q sur 4π epsilon 0 de l'intégrale. On obtient donc le flux total est égal à cette expression-là. On peut calculer cette somme de dω en remarquant que, puisque S entoure la charge Q de tous les côtés, donc cette somme va être égale à l'angle solide sur lequel on voit tout l'espace à partir d'un point. Et donc on a 4π ici. Si on remplace dans cette expression, le 4π va se simplifier et on obtient effectivement le flux total phi est égal à Q sur epsilon 0. Il est donc égal à Q intérieur sur epsilon 0. Le théorème de Gauss est donc vérifié dans ce cas. Dans le cas où la surface fermée S n'entoure pas la charge Q, c'est-à-dire que Q est situé à l'extérieur de la surface S. Dans ce cas, on va avoir Q intérieur est égal à 0. On doit donc montrer que le flux total à travers la surface fermée est égal à 0. Dans ce cas, on remarque qu'un cône élémentaire quelconque, dω, il touche la surface S en deux points, qu'on va noter M1 et M2. En faisant apparaître les champs électriques E1 en M1 et E2 en M2, et puisque les ds sont dirigés toujours vers l'extérieur, on remarque que pour M1, l'angle entre E1 et ds1 est inférieur à 90 degrés, alors qu'en M2, cet angle est supérieur à 90 degrés. Et par conséquent, le produit scalaire E1 scalaire ds1 en M1 est positif. Par contre, en M2, ce produit scalaire est négatif. D'après l'expression qu'on vient de voir, ces deux défis doivent avoir la même valeur absolue. Mais ici, puisque l'un est positif et l'autre est négatif, ils sont opposés. Donc défi 1 est égal à moins de défi 2. Et si on fait la somme sur toute la surface S, ils vont s'annuler mutuellement. Et donc, le flux total à travers la surface S est nul. On remarque alors que le théorème de Gauss est bien vérifié pour une charge élémentaire. Lorsque la charge élémentaire est située à l'intérieur, Q intérieur est égal à Q, donc on a phi est égal à Q sur epsilon 0. Lorsqu'elle est située à l'extérieur, Q intérieur est égal à 0, et donc le flux total est égal à 0. On va voir maintenant pour une distribution de charge quelconque, qu'on va noter D, telle que celle-ci par exemple. Considérons une surface fermée S qui va couper par exemple cette distribution de charge D. On peut dire que toute charge élémentaire delta Q, telle que celle-ci par exemple, de la distribution de charge D, peut être considérée comme une charge ponctuelle Q. On vient de voir que pour delta Q situé à l'intérieur de S, par exemple ici, le flux total du champ électrique créé par cette charge delta Q à travers la surface fermée S, qu'on va noter ici dφ, parce qu'il est relatif à une charge élémentaire delta Q, est égal à delta Q sur epsilon 0, puisque la charge est située à l'intérieur. Si la charge est située à l'extérieur, par exemple ici, ce flux total dφ est nul, comme on vient de le voir pour une charge ponctuelle. Donc le flux total phi
de toutes les charges de la distribution D, c'est la somme des défis qui va être alors égale à 1 sur epsilon 0, la somme des delta Q intérieurs, qui sont situées à l'intérieur de la surface S. Celles qui sont situées à l'extérieur, le flux correspondant est nul, et elles ne vont donc pas apparaître dans cette somme. Et cette somme de charge delta Q intérieur, c'est ce qu'on appelle Q intérieur. Donc, ce flux total est égal à Q intérieur sur epsilon 0, avec Q intérieur, c'est la charge contenue à l'intérieur de S, soit cette charge assurée ici. D'où le théorème de Gauss, le flux du champ électrique E créé par toute distribution de charge à travers une surface fermée quelconque est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Voilà, on vient donc de démontrer le théorème de Gauss grâce à la notion d'angle solide. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager. On passe maintenant à la troisième et dernière partie de notre vidéo, calcul du vecteur polarisation. On va d'abord définir ce qu'on appelle des molécules polaires. Ce sont des molécules qui possèdent un moment dipolaire permanent. Vous avez vu en première année ce qu'on appelle un dipôle électrostatique. Vous avez vu qu'un tel dipôle possède ce qu'on appelle un moment dipolaire. Je vous donne des exemples de telles molécules. Le premier exemple, c'est la molécule de chlorure d'hydrogène, HCl. Voici son modèle de Lewis. Ce doublet représente un doublet commun entre les deux atomes. C'est lui qui assure la liaison covalente. Voici le modèle moléculaire qui correspond à la molécule HCl. L'atome de chlore est plus gros que l'atome d'hydrogène, mais le plus important ici, c'est qu'il est plus électronégatif. Le nuage électronique, ou ce qu'on appelle aussi en mécanique quantique la densité de probabilité de présence du doublet de la liaison covalente, est plutôt attiré vers l'atome de chlore, ce qui provoque une dissymétrie de la charge électrique dans la molécule. On a donc une charge négative delta- du côté de l'atome de chlore, et par conséquent une charge delta+ du côté de l'atome d'hydrogène. La molécule constitue donc un dipôle électrostatique qui possède un moment dipolaire P qu'on représente par un vecteur dirigé du pôle négatif vers le pôle positif. La molécule HCl est donc polaire et ce moment dipolaire existe en permanence. C'est pour cela qu'on dit que le moment dipolaire est permanent. Un autre exemple, c'est la molécule de H2O. Voici son modèle de Lewis et voici son modèle moléculaire. La présence de ces deux doublets libres sur l'atome d'oxygène pousse les deux doublets liants, ce qui donne à la molécule cette forme géométrique qui est coudée en V, avec un angle ici qui est à peu près de 104,5 degrés. Là aussi, l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, ce qui fait que le doublet des deux liaisons sont plutôt attirés vers l'atome d'oxygène. On a donc une charge positive delta+ sur chaque atome d'hydrogène, et puisque la molécule est globalement neutre, on doit avoir une charge de delta- sur l'atome d'oxygène. On a deux moments dipolaires sur chaque liaison OH, dirigée de O vers H, et puisque la molécule est coudée, la somme vectorielle de ces deux dipôles donne le dipôle résultant petit p, qui est non nul. La molécule H2O est donc une molécule polaire. Le fait que cette molécule soit polaire lui donne la propriété que l'eau peut être utilisée comme un solvant. Un dernier exemple, celui d'une molécule non polaire. C'est la molécule du gaz carbonique CO2. Voici son modèle de Lewis. Et voici son modèle moléculaire. L'atome d'oxygène est plus électronégatif que le carbone, ce qui donne un excès de charge négative delta- sur chaque atome d'oxygène, et donc une charge delta+ sur l'atome de carbone. On a donc deux moments dipolaires petit p de chaque côté allant de O vers C, mais puisque la molécule est symétrique, la somme vectorielle de ces deux vecteurs, c'est 0, ce qui fait que le moment dipolaire global est égal à 0. Donc la molécule n'est pas polaire. On va voir maintenant l'orientation d'un dipôle électrostatique dans un champ électrique.
On va donc considérer un dipôle placé dans un champ électrique uniforme. Voici le dipôle qu'on va noter petit p, placé dans le champ électrique E. On va considérer une position quelconque dans laquelle le petit p fait l'angle θ avec le champ électrique E. Vous avez vu en première année que le dipôle subit un couple qu'on va noter gamma. Couple, ça veut dire que la force résultante est nulle, mais le moment gamma, c'est P vectoriel E. Ça veut dire que gamma est perpendiculaire en même temps à P et à E. Sur ce schéma, il est représenté par une croix. Ça veut dire qu'il est dans le sens entrant. Le fait que F soit nul, ça veut dire qu'il ne va pas être translaté. La seule action qu'il va subir, c'est donc une rotation qui va tendre à l'orienter suivant le sens de E. Sur ce schéma, la rotation va être dans ce sens-là. La position d'équilibre est obtenue lorsque gamma est égal à 0. Alors, le produit vectoriel est nul lorsque les deux vecteurs sont collinéaires. On a donc deux possibilités. Soit les deux vecteurs sont collinéaires dans le même sens. Dans ce cas, cet état est égal à 0, donc c'est la première position d'équilibre. Soit qu'ils sont collinéaires et dans le sens opposé. Dans ce cas, le θ est égal à pi. Donc c'est la deuxième position d'équilibre. Cette première position d'équilibre est une position d'équilibre stable, car si on désoriente un peu le dipôle, il va revenir à sa position d'équilibre, sous l'action de ce moment. Par contre, dans cette deuxième position d'équilibre, si on désoriente un peu le dipôle de cette position, il va continuer son mouvement à cause de ce moment, jusqu'à ce qu'il vienne à la position θ est égal à 0. Donc cette deuxième position est une position d'équilibre instable. Vous avez montré aussi que l'énergie potentielle du système, lorsque il est dans cette position-là, c'est E est égal à moins P scalaire E, c'est-à-dire moins P fois E fois cosinus θ. Vous avez vu aussi en mécanique du point que l'énergie potentielle d'un système est minimale dans la position d'équilibre stable et maximale dans la position d'équilibre instable. C'est ce qu'on peut vérifier ici. L'énergie potentielle est donc bien minimale pour la position d'équilibre stable. On va maintenant étudier la composition entre le champ électrique E et l'agitation thermique. Pour cela, on va considérer un gaz dilué contenant n molécules polaires par unité de volume. Ce petit n est un nombre qui est très grand. On va donc avoir affaire à la thermodynamique statistique. On a représenté ici, pour certaines molécules, le moment dipolaire qu'on va noter petit p. Et le gaz est supposé dilué, donc la distance entre les molécules est assez grande pour négliger l'interaction entre les molécules. Ce milieu est en équilibre thermique avec un thermostat à la température T. Ça veut dire que la température ambiante à l'intérieur de l'enceinte et au voisinage est égale à la température T. Il va donc y avoir une agitation thermique qui va leur donner toutes les orientations possibles. On va noter grand P, le moment dipolaire résultant par unité de volume. C'est ce qu'on appelle le vecteur polarisation. Donc c'est la somme vectorielle des petits moments dipolaires petit p, mais par unité de volume. On va considérer ensuite que le milieu est placé dans un champ électrique uniforme. Voici les lignes de champ électrique. Il va y avoir donc compétition entre le champ électrique qui essaie d'orienter les petits moments dipolaires P dans sa direction et l'agitation thermique qui va essayer de les désorienter et leur donner toutes les directions possibles. Donc lorsqu'il n'y a pas de champ électrique dans cette position-là, toutes les directions sont possibles, il n'y a aucune direction privilégiée et donc le vecteur polarisation doit être nul. Par contre, lorsqu'on applique un champ électrique non nul, les molécules vont s'orienter un peu suivant le champ électrique E, et donc le vecteur polarisation va être non nul. On va essayer donc de calculer le vecteur polarisation en fonction du champ électrique E, de la température et des autres paramètres. On va donc faire appel à la thermodynamique statistique. Mais on doit vérifier que lorsque la température est pratiquement nulle ou lorsque le champ électrique est infini, c'est le champ électrique qui doit l'emporter
tous les dipôles vont s'orienter suivant le champ électrique. On doit vérifier donc dans ce cas que le vecteur polarisation va tendre vers la valeur n fois petit p, soit dn le nombre de molécules par unité de volume ayant leur moment dipolaire p orienté entre θ et θ plus dθ, c'est-à-dire tel que le moment dipolaire p est contenu dans l'angle solide élémentaire compris entre θ et θ plus dθ. Chacun de ces moments dipolaires, sa projection sur E, c'est P cos θ. Donc, la contribution de cette dn molécules au module du vecteur polarisation P, c'est dP est égal à P cos θ multiplié par le nombre dn. Pourquoi on projette sur la direction de E? C'est parce que la direction du vecteur polarisation résultant P est collinéaire à celle de E. C'est la direction privilégiée que va prendre finalement le vecteur résultant, vecteur polarisation grand P. On va utiliser la loi statistique de Boltzmann qui dit que la probabilité dn sur n, c'est-à-dire la probabilité qu'une particule ait son moment dipolaire P contenu dans cet angle solide élémentaire, est proportionnelle au facteur de Boltzmann exponentielle moins E, l'énergie d'une particule, sur kBt, l'énergie relative à l'agitation thermique, avec Kb c'est la constante de Boltzmann, et en même temps proportionnelle à l'angle solide élémentaire dω. Or, d'après l'expression qu'on avait vue au début de la vidéo, ω est égal à 2π facteur de 1 moins cos θ, cette relation nous donne l'expression de dω qui est égale à 2π sinus θ dθ. Et le E, par l'expression qu'on vient de voir, moins P fois grand E, le champ électrique fois cos θ, en remplaçant, on tombe sur cette relation-là. Pour trouver le grand A, on doit utiliser la condition de normalisation qui impose que l'intégrale sur toutes les probabilités possibles doit donner la valeur 1. On doit avoir donc 2π fois A qui est une constante fois l'intégrale de 0 à π, puisque pour balayer tout l'espace, on doit faire varier le θ de 0 jusqu'à π. De sinus θ exponentielle A cos θ dθ est égal à 1. Avec petit a, c'est cette constante-là, P fois E sur kBt. Cette intégrale n'est pas difficile à calculer, puisque là, on a pratiquement la dérivée de ce qui est dans l'exposant de l'exponentielle. Il suffit de diviser par moins a, puisque la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. On a donc cette intégrale est égale moins l'exponentielle de a cos θ sur a de 0 à π. En remplaçant par π puis par 0, on a pour π cos θ c'est moins 1, donc on a moins l'exponentielle de moins a. Puis en remplaçant par 0, cosinus 0 est égal à 1, donc on a moins l'exponentielle de a. Là, ce numérateur est égal à 2 fois sinus hyperbolique de a. On a donc 2SHA sur a. En remplaçant donc cette intégrale par 2SHA sur a, on a 4π fois grand A fois SHA sur a est égal à 1, ce qui donne finalement le grand A est égal à petit a sur 4π fois sinus hyperbolique de a. On va maintenant remplacer le grand A, donc un 2π va se simplifier, et on remplace ce dn dans l'expression de dp. On trouve finalement l'expression suivante de dp, 2π fois petit m fois a sur 4π SHA fois petit p fois cos θ fois sinus θ exponentielle a cos θ dθ. On simplifie le 2π et en utilisant le changement de variable u est égal cos θ, donc on a ici u, et puisque du c'est moins sinus θ dθ, on va avoir l'expression suivante, moins n fois a fois petit p sur 2SHA, u exponentielle a fois u, du. Pour trouver le grand P, on doit donc intégrer sur θ de 0 à π. Pour θ est égal à 0, u est égal à 1. Et pour θ est égal à π, u est égal à moins 1. On doit donc intégrer
de 1 à moins 1, avec le signe moins, on peut inverser les bornes. On a donc P est égal à NA fois P sur 2SHA, l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1, de U exponentielle A U du. Pour calculer cette intégrale, on doit passer par une intégration par partie. On a donc NA fois P sur 2SHA. Là, c'est U multiplié par la primitive de A fois U, c'est-à-dire exponentielle AU sur A entre moins 1 et 1, moins, d'après la formule d'intégration par partie, l'intégrale de la dérivée de U, c'est-à-dire 1, multiplié par la primitive de exponentielle AU, c'est-à-dire exponentielle AU sur A. C'est égal donc à NA fois P sur 2SHA, cette constante-là. En remplaçant U par 1, on a 1 fois exponentielle A, moins en remplaçant U par moins 1, ce qui donne plus exponentielle moins A, le tout sur A. Et là, la primitive de exponentielle AU, c'est exponentielle AU sur A, on a donc 1 sur A carré. En remplaçant par 1, on a exponentielle A, moins en remplaçant par moins 1, c'est exponentielle moins A. On peut faire sortir un A, qui va se simplifier avec celui-là. On a ici 2CHA. Par contre, ici, on a 2SHA. D'où l'expression NP sur 2SHA, facteur de 2CHA moins 2SHA sur A. Maintenant, on va faire sortir le 2, puis on va faire entrer le SHA. Il va donc rester ici 1 sur A. Par contre, ici, on va avoir le rapport CHA sur SHA. D'où l'expression NP, facteur de CHA sur SHA, moins 1 sur A. Et finalement, en remplaçant A par son expression, on tombe sur l'expression finale du module du vecteur polarisation P. NP, facteur de 1 sur la tangente hyperbolique de P fois E sur KBT, moins KBT sur P fois E. On va maintenant tracer la courbe qui représente P en fonction de A qui est égal à P fois E sur KBT. On va d'abord calculer les limites. Pour A tend vers l'infini, 1 sur A tend vers 0, et donc ce terme va disparaître. Il nous reste à calculer la limite de CHA sur SHA. Pour cela, on va les représenter en fonction de A, et on remarque qu'ils ont même limite lorsque A tend vers l'infini. Donc ce rapport CHA sur SHA va tendre vers 1. Et par conséquent, pour A tend vers l'infini, P va tendre vers NP. On a donc l'asymptote pour P est égal à N petit p. Maintenant, pour A tend vers 0, 1 sur A tend vers l'infini, CH de 0 est égal à 1. Par contre, SH de 0 est égal à 0. Donc on a 1 sur 0, l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. On doit passer par le développement limité de CHA sur SHA. Pour cela, on va écrire d'abord le rapport CHA sur SHA en utilisant les exponentiels. Vous savez que l'exponentielle de A au voisinage de 0, c'est 1 plus A. Et l'exponentielle moins A, c'est 1 moins A. On a donc 1 plus A plus 1 moins A sur 1 plus A moins 1 moins A. Ce qui donne au numérateur 2. Par contre, au dénominateur, c'est le 1 qui va se simplifier. Il va rester 2A. Le 2 se simplifie, on a 1 sur A qui reste. Donc, CHA sur SHA est équivalent à 1 sur A moins 1 sur A, c'est 0. Donc, le P va tendre vers 0. D'où la courbe représentant P en fonction de A. On peut vérifier donc que pour une température fixée, lorsque le champ électrique est nul, le petit a est égal à 0, on est là, donc le P est égal à 0. Le vecteur polarisation est nul comme on vient de le voir, parce que toutes les orientations sont possibles, et donc la résultante est égale à 0. Lorsque le champ électrique augmente à partir de 0, le vecteur polarisation augmente progressivement avec lui, ce qui est tout à fait logique. On vérifie enfin que pour une température faible et un champ électrique fort, c'est-à-dire lorsque A tend vers l'infini, le P tend vers NP. Cette relation est vraie en module, elle est donc vraie en vecteur aussi. Et donc on vérifie finalement que vraiment tous les dipôles petit p sont alignés avec le champ électrique E pour un champ électrique fort et pour une température faible.
C'est donc les champs électriques forts qui l'emportent. On vient donc de faire un calcul qui utilise la thermodynamique statistique et qui utilise aussi la notion très importante de l'onde solide. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses au cours de cette vidéo et que celle-ci vous a plu. N'hésitez donc pas de faire un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager. Merci de votre attention et à la prochaine.